Bonjour à toi, cher zapper. Bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, de la musique et du cinéma. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, commenter et partager mon travail pour soutenir ma chaîne. Pour ce numéro 19, nous allons revenir sur une histoire de vengeance sanglante, sauvage et sans pitié, celle d'une mariée très en colère. Il s'agit du cultissime Kill Bill, partie 1. Alors, prends des cours de Kenjutsu, affûte ta lame car nos ennemis seront sans merci. Embarque avec moi dans une sanglante course à la vengeance et ne zappe pas. Kill Bill Volume 1 est un film sorti en 2003. Il a été réalisé par Quentin Tarantino. Il s'agit de son quatrième film. On lui doit les mythiques Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou encore Django Unchained. Savoir par numéro 1, il faut savoir que le concept du film est venu du Mature Man. En effet, lors d'une conversation avec Tarantino sur le tournage de Pulp Fiction 10 ans avant en 93, elle lui fait part d'une tueuse meurtrière trahie par une bande de vipères et laissée pour morte, qui cherchera à se venger de ces dernières. Tarantino prendra ce postulat de départ pour écrire son scénario et offrira un film empruntant ses codes au film de kung-fu, au registre gore, au genre Shambara, l'équivalent japonais de nos films européens de KPDP, et à l'anime, le manga. Sœur à part numéro 2, Kill Bill Volume 1 fait référence à pas moins de 80 films dont Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock, Gawk, Body Snatcher from Hell, un film d'horreur japonais, Lady Snowblood, Crime à froid de 1974 ou encore Noces de feu. L'écriture commencera bien après l'arrivée de l'idée de départ, car après Pulp Fiction en 1994 et avant Kill Bill en 2003, on a eu Jackie Brown en 1997. Il faudra attendre 6 ans pour retrouver Tarantino et sa mariée. C'est au cours d'une soirée que Tarantino croisera Thurman qui lui rappellera son projet de femme revancharde. Qu'à cela ne tienne, en pleine écriture d'Inglourious Basterds, il décidera de donner la priorité à Kill Bill. Mais là encore, maintenant que le script est prêt, Tarantino souhaite débuter le tournage en 2001. Sauf qu'Uma est enceinte et n'accouchera qu'en 2002. Résultat, après 155 jours de tournage, Kill Bill débarquera en France en novembre 2003. Sabre à part numéro 3, le script de Kill Bill faisant 222 pages et ne souhaitant pas que le film soit charcuté au montage pour entrer dans les normes de durée de film, car on sait en général que les films au cinéma, il ne faut pas qu'ils excèdent 2h30, 3h. Du coup, Kill Bill sera lui aussi sabré en 2 parties. Kill Bill coûtera 30 millions et en rapportera 181, un joli succès supplémentaire pour Tarantino. De sa sortie en 2003 à nos jours en 2020, Kill Bill a reçu 29 récompenses, dont celle du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Uma Thurman. Côté controverse, Kill Bill est taxé de sexiste par certains. En effet, il véhiculerait un cliché récurrent qui serait que les femmes doivent être battues pour devenir fortes, elles doivent être victimes. La scène du viol ou encore de la fusillade que subit la mariée en serait un exemple. De plus, le fait que Tarantino joue les scènes les plus humiliantes où apparaît Uma Thurman, celle où elle se fait cracher dessus ou encore celle où elle est étranglée par une chaîne par gogo, renforce également cette controverse. Il faut savoir également que Yuma a eu un accident lors du tournage en conduisant une décapotable bleue pour le besoin d'une scène. Malgré l'inquiétude de l'actrice quant à conduire cette voiture, Tarantino l'aurait obligée à faire cette scène. Résultat, inquiétude confirmée et accident. Blessée au cou et aux jambes en percutant un palmier, elle aurait accusé le réalisateur de négligence criminelle, mais aurait renoncé à aller jusqu'au procès. A l'inverse, d'autres voient en Kill Bill une œuvre féministe, notamment lorsque la mariée, alors laissée pour morte, crache involontairement sur le shérif. Symbole de la fin du règne de l'homme puissant, puisqu'ici, la fonction de pouvoir qu'occupe l'homme est tachée. On peut aussi faire référence à l'arme choisie par la mariée, le sabre. Sabre que Bill touche de façon évoquant la masturbation et donc la virilité et le pouvoir masculin. Or, avec ce sabre, la mariée va tuer grand nombre d'hommes. Enfin, on peut retrouver un message féministe dans le personnage d'Oren Ishii. En effet, d'abord victime, elle se retrouve en tête de la pègre japonaise et donc dirige une quantité d'hommes. Donc, à chacun d'y voir ce qu'il souhaite. Alors, de quoi parle Kill Bill ? On y suit Black Mamba, une tueuse à gages faisant partie de l'organisation secrète du détachement international des vipères assassines. Lors de son mariage et alors enceinte, elle se fait tirer dessus par ses pairs et est laissée pour morte. Or, par miracle, elle est seulement, entre guillemets, dans le coma. Après 4 ans dans ce dernier, elle se réveille et décide de se venger de ceux qui ont tenté de l'assassiner et qui ont tué son mari et son enfant. Même si à la fin du premier volume, on apprend une révélation, je ne vous spoilerai pas sur cette dernière. Bref. Dans Kill Bill première partie, on assiste au duel Vernita Green dit la vipère cuivrée versus Black Mamba la mariée, ou encore au combat mythique de Oren Ishii dit le mocassin d'eau versus toujours Black Mamba / la mariée. Côté casting, on retrouve Uma Thurman dans le rôle de la mariée vengeresse / Black Mamba. Elle est connue pour son rôle de Mia Wallace dans Pulp Fiction ou encore dans Petite Confidence à ma psy où elle interprète Rafi Gardé aux côtés de Meryl Streep.
Sabre part numéro 4, Thurman suivra un entraînement intensif de plusieurs semaines auprès du chorégraphe hongkongais Wen Wuping, expert de l'esquive. Le résultat est juste bluffant. Lucy Liu jouera le rôle de Orenchi, dit le mocassin d'eau, une membre des Vipères. Elle remportera le MTV Award du meilleur second rôle pour ce personnage. Elle est connue pour son rôle mythique de garce de Ling Wu dans Ally McBeal ou encore celui du Dr John Watson dans la série à succès Elementary. Côté ciné, rien de très marquant, mais on la retrouvera prochainement dans Shazam Fury of the God dans le rôle de Calypso. Vivica A. Fox sera Vernita Green, alias la vipère cuivrée. Après la tentative d'assassinat de la mariée, elle semble elle aussi s'être rangée et a un mari et une fille prénommés Nikki. Elle est connue pour son rôle de Candace Holloway dans la série Empire ou encore Jasmine Dubrow dans le film Independence Day de 1996. Daryl Hannah campe le rôle de la fausse infirmière borgne sifflotante nommée Helldriver, dit le serpent de montagne. Ce personnage prend toute son ampleur dans le volume 2, mais son apparition dans le tome 1 à l'hôpital avec sa mélodie sifflée est mythique et glaçante. Elle est connue pour son personnage de Pris dans Blade Runner ou encore d'Angelica dans la série Sense8. Ensuite, impossible de passer à côté de Chiaki Kuriyama dans le rôle de Gogo Yubari, la protectrice de Oren Ishii, qui nous livre une prestation sublime. Elle est célèbre pour son rôle de Takako Shigusa dans Battle Royale. Sabre à part, numéro 5, c'est d'ailleurs Battle Royale qui fera que Tarantino la choisira pour son film. Enfin, Chiaki est également chanteuse et mannequin japonaise. Bien sûr, je n'oublierai pas de nommer le personnage de Bill, alias le charmeur de serpent, joué par David Carradine. Il est mondialement connu pour son rôle du petit Scarab et Kane dans la série Kung Fu ou encore Tempus dans la série Charmed. Sabre à part numéro 6, David est décédé le 4 juin 2009 à Bangkok. Pour certains, la piste du suicide est privilégiée car il a été retrouvé pendu, mais pour le légiste thaïlandais, ce serait dû à un accident auto-érotique, donc un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Comme tu l'auras remarqué, tous les membres de l'organisation dans Kill Bill portent le nom de race de serpent. On peut y voir un côté sexiste dans le sens où Bill le charmeur de serpent est entouré de vipères et joue de la flûte pour les attirer. La métaphore sexuelle et celle de la dominance de l'homme est encore là. A l'inverse, le fait qu'une de ces vipères le tue peut être vu comme féministe avec l'élimination de l'homme patriarcat. Pour terminer, nous avons Sonny Shiba qui interprète le forgeron de sabre Hattori Hanzo en hommage au célèbre ninja et samouraï du même nom. C'est Sonny qui a introduit les arts martiaux à main nue dans le cinéma japonais. Il est mort en août 2021 du Covid-19. Pourquoi on n'osa pas Kill Bill? Des raisons, il y en a plein, mais la première sera bien entendu pour le cast. Uma Thurman s'est investie à fond dans son rôle, cela se voit et crève l'écran. Lucy Liu est elle aussi magistrale dans son rôle de fille victime en femme bourreau inspirant la crainte, et Chiaki Kuriyama en Gogo est absolument terrifiante. Tous ces personnages et toutes ces actrices ont fait un boulot de titan, et rien que pour leur performance, cela vaut le coup d'œil. Le deuxième point à retenir, la soundtrack. La bande-son est à l'image du film, éclectique et envoûtante. On voyage en l'écoutant et on traverse différents registres, que ce soit le Bang Bang version Nancy Sinatra ou la proposition latino de Don't Let Me Be Misunderstood par Santa Esmeralda, ou encore l'air mythique sifflé dont je te parlais plus haut, intitulé Twisted Nerve par Bernard Herrmann, ou pour finir le morceau de flûte de pan de George Zamfir, The Lonely Shepherd, la soundtrack de Kill Bill tue tout sur son passage. Troisième point, ses références, / ses scènes cultes, / sa mise en scène. Attention, il y aura beaucoup de spoilers dans toute cette partie. Dans ce dernier point, je mets 3 aspects ensemble, car dans Kill Bill, la mise en scène et les références contribuent grandement à créer de nombreuses scènes cultes. Dans un premier temps, nous allons parler de l'affrontement Oren Ishii versus la mariée, un moment de grâce.
Ikuyo. Lucy Liu y est sublime, le soin apporté au décor lors de leur duel à mort est bluffant, la fausse neige, le jardin japonais, le shishi-odoshi, une fontaine d'eau asiatique qui a pour particularité de faire un bruit car elle tape le sol lorsqu'elle se vide, semble comme montrer que le temps est suspendu et que le jugement final est inéluctable. D'ailleurs, les nombreux plans sur la fontaine qui tape peuvent suggérer le marteau de la justice ou du divin. Mais nous y reviendrons. Le pardon et la vengeance sont extrêmement liés dans Kill Bill. Ces deux personnages sont vraiment au final les mêmes. Chacune ayant perdu ce qu'elles avaient de plus cher, les deux ne peuvent se résoudre à faire une croix sur la vengeance, comme si c'était une fatalité et que seule la mort pouvait tout arrêter. Mais au final, la mariée reproduit ou prend le risque de reproduire la boucle de la vengeance, comme si la vengeance était une fatalité. D'ailleurs, le nom de l'assistante d'Oren est Sophie Fatale, donc c'est assez étrange, notamment avec la prochaine scène dont on parlera. Mais juste avant, nous avons un sabre à part numéro 7 qui va contenir beaucoup de spoils. Bien que le duel Oren/la mariée soit la scène finale du film, car pour le climax il fallait une fin grandiose, as-tu remarqué qu'Oren Ishii est la première des 5 à tomber face à la mariée? En effet, lorsque Black Mamba tue sa première victime dans le film, on voit sur la liste que le prénom d'Oren est le seul rayé, donc elle a été éliminée en premier. Ceci nous emmène donc à la seconde scène mythique, l'affrontement de Vernita Green versus la mariée. This Pasadena homemaker's name is Jeannie Bell. Her husband is Dr. Lawrence Bell. But back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba. Une partie de la scène est filmée en plan zénithal, c'est-à-dire au-dessus du plafond. Pour t'expliquer, c'est comme si tu enlevais le plafond et que tu regardais d'en haut. Tu verrais toutes les pièces séparées par des cloisons. Cette scène est forte par sa chorégraphie, mais surtout par sa mise en scène et donc sa symbolique. Le plan zénithal au cinéma a deux sens. Le premier, c'est pour symboliser une épée de Damoclès, Clès. Et oui, Buffy n'est jamais loin, une épée prête à tomber, donc une fatalité. Ici, il s'agit de la vengeance de Black Mamba sur Vernita. La seconde explication, c'est pour symboliser le jugement divin. Souviens-toi, l'attaque de la mariée a lieu dans une chapelle, lieu sacré, et une femme et un homme prêts à s'unir devant Dieu se font attaquer, voire tuer. À travers ce plan, on peut donc y voir une volonté divine de punir les assaillants, qui de surcroît sont tous des serpents, l'organisation de vipères. Et donc, on peut faire le parallèle avec le serpent tentateur. Y a-t-il un message religieux? Je te laisse te faire ton avis. Mais quand on sait que le pardon et la vengeance sont au cœur du film, les deux interprétations peuvent trouver sens. D'autant que lors de l'affrontement, Vernita versus la mariée dit, après avoir tué Vernita à sa fille Nikki, « Quand tu seras grande, si tu as encore de la haine pour moi, tu me trouveras. » Donc en gros, si tu ne parviens pas à me pardonner, tu pourras venir te venger. On retombe encore sur le thème de l'absolution. Troisième scène, le combat Gogo versus la mariée. Cette scène est dantesque car l'arme qu'utilise Gogo est vraiment menaçante. Elle y utilise un marteau météore. C'est une chaîne avec à son extrémité un poids avec des pointes. Donc autant dire que dans ce genre de combat, tu as intérêt à être aux aguets. Bref, cette scène est extrêmement bien chorégraphiée, bien montée et la tension est palpable jusqu'à l'issue du combat. C'est une scène vraiment très nerveuse. Quatrième scène, la scène animée de l'enfance d'Oren. Le moment où l'enfance d'Oren a basculé est ici réalisé en animé, / manga, pour rendre hommage justement à ce genre. La séquence est juste sublime. Elle a été produite par la société de production IJ, la même qui avait fait Ghost in the Shell. Sabre à part numéro 8, Tarantino ne sachant dessiner que des bonhommes en bâton comme moi, il fera une longue liste en détaillant les prises de vue qu'il souhaite et il ira jusqu'à jouer les scénettes devant les dessinateurs afin d'être sûr que sa vision soit respectée. Le résultat sera bluffant, les séquences sont violentes, sont tristes, elles vous marquent au sabre rouge. Mais le fait que ce soit en dessin, ça permet du coup de minimiser un petit peu l'impact de la violence et donc d'éviter aussi une partie de la censure. Résultat, la scène est inoubliable. Enfin, dernière scène, bien sûr, la scène dans la villa des feuilles bleues et l'affrontement avec les 88 fous masqués qui sont une référence directe à Battle Royale et à la série télé Le Frelon Vert. La scène est quant à elle une référence au Geida Gekin, film de sabre de Kurosawa. Entre la partie de combat en noir et blanc, celle en ombre chinoise, cela permet d'éviter au mieux la censure, cette séquence est bluffante. Il aura fallu 8 semaines pour tourner ces 14 minutes de bonheur jouissif. Aucune image de synthèse ne sera utilisée. Pour le sang présent en forte quantité, tout sera fait à l'ancienne. Utilisation d'extincteurs, de préservatifs remplis de faux sang, d'effets sonores glaçants, rien n'est laissé au hasard. Sabre à part numéro 9, Tarantino ira jusqu'à créer 3 sortes de teintes de faux sang. Il y aura le sang animé japonais, le sang kung-fu hongkongais et le sang film d'exploitation américain.
Cette scène est l'apogée du film, des têtes coupées, des bras et des jambes tranchés, des yeux crevés, tout y est. Ça ne s'arrête pas une seconde. Sabre à part, numéro 10, la fameuse combinaison jaune qu'Uma porte durant cette scène est un hommage à celle de Bruce Lee durant le film Le jeu de la mort de 1978. En conclusion, je t'invite fortement à regarder Kill Bill. C'est une œuvre graphique admirablement travaillée et accompagnée d'une bande-son et d'un jeu d'acteur magistral. C'est un film hommage à tout un pan de la culture cinématographique chinoise et japonaise. Il ne pourra pas te laisser de marbre. Le numéro 19 de Zapoupa touche à sa fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. Sinon, je me vengerai en t'envoyant les 88 fous te régler ton compte. Et autant dire que tu auras du pain sur la planche. En attendant de te retrouver pour le numéro 20, je te souhaite de prendre soin de toi et de regarder des films. Bye!